Vlatipa Podcast. Ensemble, déconstruisons les clichés psy. Vlatipa Podcast. Hello, bienvenue sur Vlatipa. Aujourd'hui, et comme d'habitude, vous serez accompagnés par moi, Déborah. Et par moi, Solène. Bonne écoute. On espère que vous allez tous et toutes bien, que nos épisodes vous plaisent. Comme vous le savez peut-être déjà, on a créé un nouveau type d'épisode où on rencontre des personnes concernées par les troubles dont on souhaite parler. Et du coup, aujourd'hui, on souhaite reparler du trouble de la personnalité borderline avec une personne concernée. Et cette personne, c'est Katia Fonlantène. Katia, tu es professeure de sport diplômée et tu as étudié les sciences du sport en prévention et en rééducation, ainsi qu'en physiothérapie sportive pendant 2 ans. Actuellement, tu travailles comme bergère et aussi dans la permaculture. Par rapport à l'histoire de ton trouble, en fait, à l'âge de 23 ans, tu as été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité avec instabilité émotionnelle, qu'on dit aussi borderline, et qui a aussi été combiné à un trouble de stress post-traumatique. Après plusieurs années de suivi psychiatrique, tu as d'abord vécu et travaillé dans un environnement protégé et depuis l'été 2017, tu es père praticienne diplômée. Voilà, donc bonjour Katia et bienvenue. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Merci à vous et merci aussi pour votre invitation. Avec plaisir. Katia, on avait envie de commencer par te demander, pour toi, c'est quand la première fois que tu as entendu parler du diagnostic du trouble borderline ? Alors, c'était lors du moment que j'ai reçu ce diagnostic, c'était à la clinique de jour. Donc là, c'était un peu la dernière chose que j'ai fait, c'était la formation de physiothérapie. Et là, j'ai déjà dû l'arrêter. J'avais déjà des comportements dysfonctionnels, des comportements autodommageables. J'avais déjà des crises dissociatives. Et du coup, j'avais arrêté l'école. Je suis allée à la clinique de jour pour 9 mois. Et là, mon psychiatre, un jour, il est venu vers moi avec le gros livre de Marshall Linehan, toute la théorie sur la maladie, la théorie biosociale et bien sûr aussi la TCC, la thérapie autour de ça. Et c'est là que j'ai entendu la première fois ce mot. Appris aussi que c'est le diagnostic que j'ai reçu et découvert ce trouble en lisant. Waouh, donc en fait, ça s'est fait sur le moment quand on t'a toi-même diagnostiqué. Et qu'est-ce que tu t'es dit ? Est-ce que je sais pas si tu te rappelles tes premières pensées à ce moment-là quand on t'a parlé de ce trouble-là ? Peut-être pas les premières pensées liées à ce trouble, c'était plutôt il y a un nom pour ce qui m'arrive. Donc c'était, je pense déjà niveau émotionnel un soulagement parce que tous les trucs space, bizarre Katia, où je me sentais déjà différente en tant que, je dirais, adolescente, jeune adulte, mais aussi les symptômes que j'avais déjà, que j'ai nommés avec l'automutilation ou les crises dissociatives, où je sentais que je maîtrisais pas, apparemment, ça avait une raison, en fait. Et à ce moment-là, j'avais déjà eu plein d'examens aussi somatiques par rapport aux crises dissociatives. Et personne ne savait ce que c'était. On ne savait pas si c'était genre une maladie grave ou on ne sait rien. Et d'avoir un diagnostic qui expliquait, qui donnait un toit, qui reliait tous ces trucs space, pour moi, c'était un soulagement. Et en découvrant après le livre, c'est vrai que souvent, je me suis retrouvée dans les explications. Et ça... c'est pas forcément une bonne sensation parce qu'on parle d'une maladie et en même temps, on se dit « Ah, ok, ça existe ». Et ça enlève quelques peurs. Tu t'es sentie en fait moins seule avec tout ce que tu vivais ou pas forcément ? Seule, je sais pas. Je crois que je me suis pas fait cette idée. Ou je crois que j'étais déjà space toute mon adolescente ou différente, je dirais. Space, je trouve déjà presque un jugement. Différente. Différente. Pas forcément seule, mais peut-être plus comprise. C'était en tout cas un soulagement. Ah, ok, ça existe. Et je pense, oui, dans le subconscient aussi, si ça existe, si c'est une maladie qui existe, donc il y a une thérapie. Donc, on peut me guérir ou on peut m'aider. Ça, c'était un peu ma question. Ou disons mes pensées à ce moment-là. Oui, ça met les choses en perspective. On se dit qu'on n'est pas la seule personne sur Terre à vivre ça, en fait. Et donc, toi, tu l'as vécu comme un peu un soulagement, tu l'as dit, ce diagnostic. Ça a été comment pour ton entourage ? Alors, c'est clair, c'était
déjà, je dirais, avant ce diagnostic, c'était très difficile pour mes parents, aussi pour ma sœur. Mais pour ma maman, voir sa fille qui s'automutile, qui se blesse, aussi ces crises dissociatives où personne ne savait ce que c'était difficile à vivre. Et du coup, ils avaient beaucoup de soucis. Et du coup, de recevoir, elle a un diagnostic, donc c'est une maladie, elle existe. Et je pense un peu les mêmes conséquences d'idées. Si ça existe, s'il y a un diagnostic, qu'il y a une thérapie, on peut l'aider. Et je pense, en tout cas, je sais pour eux, d'entendre qu'il y a un diagnostic, c'était aussi un soulagement. C'était égal lequel, à quelque part, tant qu'il y a une explication. Et pour ma sœur, elle, c'était un peu la première qui a découvert que je m'automutile. Et pour elle, c'était aussi bien un soulagement de savoir, OK, maintenant Katia reçoit de l'aide. Et qu'elle soit à la clinique de jour et qu'elle est plus seule. Et avant d'aller à la clinique, je me demandais juste comme ça, vu que tu en parles, est-ce qu'il y a eu un long moment un peu d'errance comme ça autour de toi, autour des soins que tu as reçus? Oui, c'était un peu une odyssée parce que j'ai dû donc arrêter cette formation. Je maîtrisais plus mon comportement dysfonctionnel, beaucoup de crises dissociatives. Et c'est là aussi que, disons, c'est pendant ces temps-là que j'ai eu beaucoup de flashbacks, des traumas vécus. Et c'est vrai que je commençais déjà à être pénible pour mon entourage dans le sens qu'ils se faisaient beaucoup de soucis. J'ai commencé aussi à prendre pas mal de médicaments, parfois un peu trop, pour avoir une pause. Ou justement, dès qu'ils me laissaient seule, ils étaient tous sans souci. Est-ce qu'elle va se faire du mal? Est-ce qu'elle prendra plus de médicaments qu'elle devrait, etc. Et je devais à ce moment-là aussi changer de thérapeute parce que jusque-là, j'étais chez une psychologue que j'adorais. Et la caisse maladie, à ce moment-là, elle payait plus et j'ai dû chercher un psychiatre. Et c'est quand même quelqu'un qu'on veut bien s'entendre ou d'avoir la même longueur d'onde. Et du coup, j'ai dû chercher, j'ai changé plusieurs fois et ça ne donnait pas de stabilité en fait. Ce n'était pas un suivi très clair ou stable, exactement. Et le moment où mon entourage, c'est un peu eux qui ont presque indirectement demandé que je sois un peu plus suivie. J'avais fait 4 jours en psychiatrie, en service fermé, parce que j'ai pris trop de médicaments un peu pour avoir une pause de mois. Et là, ils ont décidé ou demandé si c'est possible de me garder un peu plus longtemps. Et c'est comme ça que j'ai pu aller à la clinique de jour, ce qui était très bien pour moi. La clinique de jour, en soi, l'idée derrière le fonctionnement comme ça. Et donc, c'est intéressant de voir que toi, tu as directement appris tout ce qui venait avec ce diagnostic et avec ce livre où il y avait plein de choses qui venaient avec. Mais est-ce que tu as été confrontée aussi à des clichés ou des idées reçues où on te disait t'es borderline, donc ça veut dire que... voilà, est-ce que tu as eu ce genre de réflexion? C'est vrai que j'étais peut-être un peu naïve quand j'ai reçu ce diagnostic, ou peut-être pas, tout simplement parce que je ne connaissais pas, mais je ne savais pas qu'il y avait quand même beaucoup de préjugés par rapport à ce diagnostic. Et c'est que pendant le cours de la prise en charge comme ça que j'ai remarqué que, pas forcément dans l'entourage ou dans la société comme ça, mais vraiment dans le milieu professionnel, chez le personnel professionnel, j'ai remarqué qu'il y avait quand même d'autres comportements ou une autre communication par rapport à moi ou des personnes comme moi. Et par exemple aussi cette phrase « t'es borderline », non, j'ai un trouble de personnalité borderline. Et ça aussi, on était très vite réduit à les borderline, en allemand Bordis là-bas. Et c'est pas vrai, je le suis pas, ce diagnostic. J'ai un diagnostic, t'es pas une fracture de jambe, tu as une fracture de jambe. Et ça, je trouve, c'est déjà, on était très vite réduit à ce diagnostic. Et les préjugés liés à ce diagnostic. Donc, on était finalement le préjugé à la fin aussi, en soi. Et en étant maintenant père praticienne aussi avec ça, qu'est-ce que tu remarques que c'est les stigmatisations qui sont rattachées du coup à ce trouble? Vu que je l'ai ressenti à la prise en charge, c'était déjà cette règle quand on ne rentrait pas dans une relation thérapeutique. Et c'est très marrant parce que pour pouvoir travailler avec quelqu'un, il faut pouvoir lui faire confiance. Il faut pouvoir apprendre à la connaître. Et si elle change tous les jours, on recommence tous les jours au même niveau. Et si une fois j'ai pu m'ouvrir à quelqu'un, l'autre personne qui était le jour après responsable pour moi, elle n'en était pas au courant. Non plus, ce qui m'a aidé le jour avant, peut-être un skills ou quelque chose, personne n'était au courant. C'est juste pas un suivi bien.
pour moi. Donc, ça, c'était quelque chose que je trouvais très difficile. Il n'y avait pas une relation thérapeutique basée sur la confiance que je suis là pour toi, ou bien on va faire ce chemin en commun. Mais par contre, j'ai besoin de toi, ça et ça, et moi, je vais être là pour faire ces pas avec toi. Ça m'aurait énormément aidé. Mais ça, je dois aussi dire, ça, c'était dans le contexte de la clinique. En dehors de la clinique, j'ai eu depuis le début le même médecin que j'ai rencontré à la clinique du jour. Je l'ai eu tout le temps. Et encore aujourd'hui, si j'ai besoin d'aide, je peux l'appeler, il est là. Ça, c'est immense comme cadeau. Mais je dirais dans le milieu contexte hospitalier, c'était vraiment tous les jours quelqu'un d'autre et tous les séjours un autre médecin, parfois même 2 médecins. Donc, c'était pas quelque chose où j'ai pu faire confiance ou m'ouvrir en soi. Et comme deuxième truc que j'ai beaucoup souffert, c'est cette règle de 24 heures. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, cette règle, c'est que si on s'automutile, qu'on a un comportement dysfonctionnel, surtout dans le niveau autodommageable, pendant 24 heures, on n'a pas le droit d'avoir un entretien avec son psychologue ou voir un thérapeute ou d'être soutenu dans ce moment-là pour pas, parce que ça c'est l'autre préjugé, on se coupe ou on s'automutile, un comportement autodommageable pour avoir de l'attention. Donc, en n'ayant pas d'entretien, par exemple, on ne soutient pas l'idée qu'elle l'a fait pour avoir de l'attention. Et ça allait aussi loin qu'on devait soi-même se occuper de ses plaies. Et c'est clair, s'il fallait suturer, on regardait que ça soit suturé. Mais aussi, les jours après, c'était à moi de désinfecter. Et si ce n'était pas suturé, je devais faire moi-même des stéristrips dessus. Faites une fois un stéristrip vous-même sur un avant-bras avec une main, c'est ridicule. Et je trouvais ça très difficile parce que pour moi, si j'avais un comportement autodommageable, c'était vraiment un moment de grande détresse où j'étais très mal et on se sent déjà tellement seul dans ce moment-là, tellement coupable, tellement déçu de soi. Et c'est pour moi, c'était encore une punition en plus. Et souvent, en plus, je ne le disais pas. Donc, pendant 1-2 semaines, je ne disais pas que je m'étais coupée et ils remarquaient parce que tout s'est enflammé. Donc, c'est déjà, là, il faut regarder que chaque personne est différente. Mais pour moi, c'était une règle terrible. Et justement, ces idées de punir après ces crises, c'était pas seulement qu'on n'avait pas le droit à la thérapie, mais après aussi, par exemple, le cadre changeait. J'arrivais parfois, 3 fois 20 minutes de sortie par jour. Après un comportement autodommageable, c'était renlevé ou à 2 fois 20 minutes ou pas du tout pendant 3 jours, pas de sortie. Donc, c'était lié à beaucoup pour moi, de punitions comme ça. Mhm. Oui. Oui, je trouve ça intéressant parce que ça me fait penser à un dernier épisode où on a aussi parlé de ce stéréotype. Si quelqu'un agit, fait une tentative de suicide ou se fait du mal, c'est pour attirer l'attention et qu'au final, c'est qu'il y a une souffrance. C'est pas qu'on veut ou pas attirer l'attention, c'est qu'il y a une souffrance et qu'on la montre. Et je trouve que ça reprend bien ce que tu as pu dire là. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es sentie justement jugée, incomprise à cause de ce trouble-là? Oui, souvent, surtout lors des comportements autodommageables ou dysfonctionnels, justement ces punitions que j'ai nommées, on a rarement regardé pourquoi il y a eu ce comportement, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai eu cette crise, qu'est-ce que j'aurais besoin pour l'éviter, comment j'aurais pu demander de l'aide, qu'est-ce qui m'a empêché de demander de l'aide, comment on pourrait faire pour l'avenir, pouvoir mieux demander de l'aide, ou qu'est-ce que eux, en tant que soignants ou thérapeutes, auraient pu faire différemment pour que je puisse demander de l'aide. Il n'y avait pas la question. C'était juste automutilation, règle de 24 heures. Et on a décidé de 3 fois 20 à 1 fois 10 accompagner, ou bien on prolonge la contention, on prolonge l'isolement. C'était cette punition, je me sentais pas vue dans ma souffrance ou pas. C'est pas que je voulais être vue dans la souffrance, mais comme tu as dit tout à l'heure, qu'on ne s'automutile pas parce que peut-être après ils vont me voir, c'est parce qu'il y a une énorme souffrance. Et bien sûr, ça attire l'attention parce que peut-être il y a du sang, parce qu'on doit peut-être m'amener aux urgences pour me suturer, mais c'est pas mon but à moi. Mon but, c'était juste de me survivre à ce moment-là. Oui, peut-être juste cette phrase, « Oh, c'était un moment dur pour toi ». Ça m'aurait énormément aidé. Et c'est vrai, je suis allée... Bon, après, il faut je suis donc suisse-allemand, comme on entend bien. Et
Dans le temps, il n'y avait pas de service suisse-allemand, ou disons une clinique pour les Suisses-allemands du canton de Fribourg. Donc, tous les Suisses-allemands étaient dans le même service à Marsens. Die Deutsche Abteilung, ça allait un autre nom dans le temps. Et donc, c'était une unité avec, je crois, 20 personnes, 3 soignants. Et c'était dans tous les diagnostics mélangés, tous les états mélangés, donc aussi en urgence ou quelqu'un qui était là déjà 6 semaines. Et c'était tout le temps un service fermé. Et par contre, certains avaient des sorties libres, d'autres n'avaient pas du tout de sortie, mais ça restait tout le temps fermé en soi. Donc, ce n'était pas un service où on recevait de la thérapie. Donc, on venait et il y avait des médicaments et un peu, je dirais, de l'occupationnel. Et le reste, sinon, vraiment, on me fouillait, on m'enlevait les lames et on me laissait seule avec mes pensées, mes angoisses, mes flashbacks, mes images des traumas, mes émotions, mes tensions, sans me donner un autre outil à la main ou genre m'expliquer qu'il y a des skills, des ressources. Ou disons, j'étais seule, je devais... voilà, c'était comme une abstinence aux lames parce qu'on ne me donnait pas d'alternative. Et c'est vrai qu'on devient créatif après, dans ces moments de grande détresse. Et après, c'est clair que le personnel, ou c'est super frustrant pour le personnel, et du coup, cette distance ou cette relation froide et ces punitions ou ces conséquences négatives pour moi. Et j'ai tout le temps entendu que ces conséquences qu'ils me donnent, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai pas fait bien en soi, en parenthèse. C'est qu'ils doivent prolonger l'isolement ou ils m'ont enlevé mes 3 fois 20 minutes dehors. Donc, de ma faute. Ça m'a tout le temps reconfirmé dans mes convictions, aussi ce que j'ai vécu dans mes traumas ou dans mes pensées que j'avais déjà en tant qu'adolescente ou jeune adulte, que je suis fausse ou que je ne suis pas capable. Et en plus, si je me blesse, de toute façon, je suis super déçue de moi, beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Et ils me disent, et c'est toi, à cause de ton comportement, qu'on doit faire ça. Donc, en fait, ça me renforçait que je ne suis pas bien ou pas assez bien. Et le deuxième où je me sentais pas vue, c'était justement dans mes peurs. Donc, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse, beaucoup de crises de panique. Et parfois, pour la survivre, parce qu'on a l'impression de mourir à ce moment-là, c'était aussi de m'automutiler. Donc là aussi, on était punis d'avoir eu peur. Et la même chose aussi dans mon trouble de stress post-traumatique, je me voyais pas vue, c'est mauvais, c'est le mauvais mot, mais il y avait des situations qui étaient pour moi hyper rétraumatisantes, comme s'ils n'étaient pas conscients que ça peut être une situation, une scène qui est pour moi hyper difficile à vivre. Et du coup, ça a augmenté le stress, augmenté mes tensions, augmenté mes angoisses, provoqué des flashbacks, des crises dissociatives, tout en recevant l'info indirecte, c'est de votre faute. Et ça, pour moi, c'était super difficile parce que je me sentais effectivement pas comprise. Ouais, donc dans les moments où tu avais besoin d'être soutenue et entendue, on t'a plutôt rajouté de la culpabilité. Oui. Je trouve que c'est très touchant ce que tu racontes et puis tu as vraiment les bons mots, tes mots, mais ça transmet beaucoup d'informations et d'émotions. Mais je voulais savoir, aujourd'hui, tu arrives à parler de ça plutôt facilement avec nous? Comment c'est avec ton entourage ou au travail ou avec tes amis? Alors, pour moi, je suis très ouverte, effectivement, j'en parle si c'est nécessaire, s'il y a quelqu'un qui a une question, si quelqu'un s'intéresse. Et en même temps, je ne le mets absolument pas au centre parce que, comme j'ai dit au début, je ne suis pas ce diagnostic, je ne suis pas cette maladie. Et parce que je suis tout d'abord Katia. Je suis fille, je suis sœur, je suis bergère, je suis jardinière. J'aime bien être dans la nature, etc. Donc, la maladie, c'est vraiment qu'une partie. Et je me sens très saine ou pas malade, pas restreinte non plus. Disons, si j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de spécial mis en place, genre si je vais une fois dans un restaurant avec des amis, je vais demander une place près d'une sortie, par exemple, près de la porte. Et je le communique, je le demande, je le communique. Et de toute façon, mes amis ou ma famille, ils le savent. Et pour eux, ils n'ont aucun problème. Mais oui, je suis très, très ouverte. Et de toute façon, dans mon travail de père, je suis obligée d'être ouverte. Et j'ai remarqué d'être ouverte, ça permet de me comprendre ou de nous comprendre, si je me mets dans le nous, les concernés. J'ai remarqué qu'il y a énormément de
mes connaissances par rapport aux troubles psychiques en général, ou peut-être aussi de ce trouble spécifique, et que tout ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur, et tout ce qui fait peur, on juge. Et du coup, en étant ouvert, j'ai remarqué que j'ai pu faire des rencontres hyper enrichissantes et touchantes, et que j'ai remarqué que le regard de l'autre envers moi a changé. Donc, voilà. Et dans mon travail avec les moutons, c'est les cadeaux des animaux. Ils ne jugent pas. Et c'est là que je dirais que les êtres humains pourraient énormément d'apprendre des animaux. Ils ne jugent pas. Ils n'ont encore jamais dit un commentaire sur mes cicatrices, ce que les êtres humains ne sont pas capables. Et ça me touche. Et j'ai trouvé ça beau parce que tu as dit en parler, ça fait qu'on comprend mieux. Et je trouve que c'est très important, et c'est aussi ce qu'on essaie de faire avec ce podcast, c'est d'en parler pour que les gens comprennent et arrêtent de Et juste... du tabou. Voilà, de créer du tabou et de juste s'arrêter à la première image qu'on a des choses, et qu'on puisse essayer d'aller à la rencontre des gens et de leur vécu plutôt que de s'arrêter à nos préjugés. Donc je trouve ça très riche. Oui, c'est super ce que vous faites, c'est génial. Du coup, il y a pas mal de stigmatisation, on en a parlé dans la vie et dans l'entourage de certaines personnes, mais il y a aussi les médias et les films qui peuvent avoir un impact. On en parle dans tous nos épisodes à peu près. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'impact des médias ? J'ai remarqué que comment on représente ce diagnostic, c'est toujours un peu la même chose. Une personne compliquée, manipulatrice, à la recherche de l'attention, et toujours qui s'automutile. Et c'est les comportements autodommageables, ça peut être, ça doit pas être, ça peut aussi être un autre comportement dysfonctionnel, et ça doit même pas avoir de comportement dysfonctionnel. C'est juste un possible symptôme. Et ça, c'est toujours une femme qui se coupe, qui est dans cette colère, dans ces émotions très fortes et voilà, compliquées, manipulatrices. Et ça, c'est... Ils se réduisent à ces trucs typiques, et ils créent cette image, finalement, et qui renforce finalement les préjugés. Et pour amener un petit peu de notes un peu positives, toi, qu'est-ce qui a pu t'aider dans ton parcours ? S'il y a eu des personnes, des mots, des choses qui ont pu t'aider à te sentir mieux ? Moi, je pense que j'ai eu énormément de chance dans ma vie. J'ai toujours eu les bonnes personnes au bon moment à mes côtés. Je suis tombée malade vers les 22 ans. Donc, peut-être aussi, j'avais une sorte de capacité cognitive à comprendre ce qui m'arrive, aussi déjà à comprendre le livre de Liniane, mais vraiment à comprendre aussi ce qui m'arrive, à pouvoir analyser ce qui m'arrive ou de ce que je ressens et tirer les conséquences, etc. En même temps, ça, c'était pas facile parce que je réalisais à chaque instant totalement ce qui m'arrivait. Donc, avant de tomber malade, j'étais en train de faire j'avais fini ma formation à l'Uni, j'étais à ma deuxième formation, j'avais un ami, on venait de construire une maison, je faisais du sport à haut niveau, et je savais que tout ça, ça n'existe plus. J'ai tout perdu, et du coup, j'étais tout le temps tellement lucide dans ce qui m'arrivait, à comprendre, oui, ce qui m'a aidé à mieux me comprendre et à dire indirectement mieux m'aider, mais en même temps, de chaque instant réaliser, ça signifie ce qui m'arrive. Mais je pense que c'est quand même quelque chose pour moi très positif d'avoir pu comprendre la théorie derrière moi. Ouais, derrière moi. Voilà, me comprendre, la traduction de Katia en soi. Et je pense ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est ma joie de vivre, la nature. Et vu que j'étais très compétitive, peut-être ça aussi, parce que je voulais réussir. C'était comme un défi à quelque part. Mais à la base, je suis quelqu'un qui est positif, qui arrive à voir toujours les petites belles choses qu'il y a partout, aussi dans la nature, la magie, les miracles de la nature, et d'être reconnaissante pour tout ça. Et aussi, de voir les choses d'un bon côté, en fait. Toujours voir les choses positives. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée, d'être reconnaissante pour ce qui est là, ou ce qui est possible. Mais si on me demande plus concrètement, ça c'est plutôt une attitude. La clinique à Meisenberg m'a beaucoup aidée. C'était après Marsens. J'ai pu une fois aller pour 4 mois dans une autre clinique, dans un autre canton spécialisé pour jeunes femmes touchées de ce trouble. Et là, j'ai vraiment reçu une thérapie TCC intense dans tous les détails. Mais j'ai enfin reçu des outils à la main pour me supporter ou me survivre ou de me gérer. Et j'étais aussi là-bas plus réduite à un diagnostic. C'était vraiment... on m'a posé la question « Oh, Madame Fontaine, qu'est-ce qui vous ferait du bien ?» C'était genre la première fois qu'on m'a posé cette question. Et je disais « j'aimerais aller marcher. »
OK, on va marcher. Et pour moi, c'était vraiment waouh, c'est possible. Après ça, j'ai vécu, disons, ce qui m'a aussi aidée, c'est j'ai vécu un moment dans un foyer. Et là, j'avais une éducatrice référente absolument géniale qui mettait beaucoup de temps, le focus sur les ressources, de ce que je suis encore capable de faire, ce qui va, les côtés sains, disons, pas malades. Et ça m'a vraiment aidée. Aussi, le travail dans l'atelier là-bas, pouvoir fournir un travail, de faire partie d'une équipe, d'avoir une utilité, c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Après, j'ai fait plusieurs fois le cours Prisme, un groupe pour la gestion d'émotions. Je l'ai fait en tout 3 fois. Mais ça aussi, ça m'a beaucoup aidée à mieux apprendre, encore une fois, à me connaître, ou ce qui m'arrivait, ou à nommer un peu le chaos en moi, ou ces boules de tension, de réaliser que c'est des émotions, que chaque émotion a une fonction, un déclencheur. Disons, ça a un peu pris la puissance de ces trucs parfois que j'étais vraiment dépassée, en fait, qui venaient à une telle intensité, à une telle vitesse que j'étais comme un peu à la merci. Et de l'effriter un peu comme ça me donnait la possibilité d'avoir une sorte de sensation de contrôle, ou de plus être dans cette impuissance par rapport à moi, à quelque part. Bien sûr, ce qui m'a aussi aidée, c'est la formation de père aidante, parce qu'on apprend beaucoup sur soi, encore une fois, parce qu'on prend du recul, on analyse son chemin de rétablissement. Et ça m'a aidée, en fait, surtout aussi à avoir du recul à ma vie, de plus être... je pense à ce moment... Depuis là, je me définis plus comme malade en soi, à quelque part. Et surtout, ça donne un sens à la maladie. Ça donne disons que cette maladie peut aussi aider d'autres personnes en soi, ou disons à cause de cette formation. Et j'étais à la fin aussi dans une clinique anthroposophe qui travaille donc sans médicaments. Ça aussi, c'était pour moi quelque chose qui m'a beaucoup aidée, de voir une autre approche aussi, beaucoup plus proche de l'humanité. Et là, j'ai aussi un peu touché à la spiritualité qui m'aide beaucoup dans mon attitude, dans mon quotidien. Et voilà, je dirais ça rassemble un peu les choses qui m'ont aidée. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu nommes vraiment plusieurs types de ressources, en fait, qui t'ont aidé de ta partie personnelle, on va dire tes ressources internes, ton tempérament, la nature, etc. Puis tu le dis assez bien, de comment travailler avec tes mains ou être dans la nature. Finalement, ça t'a aidé parce que c'est aussi peut-être être dans le moment présent et puis moins dans la tête. Les ressources que tu as eues à l'extérieur, hein, tu parles du livre de Linéane, mais aussi certains professionnels qui ont été avec toi au bon moment, à la bonne place. On a bien sûr parlé de tout ce qui a été difficile, mais de savoir qu'il y a eu ces personnes comme ça sur ton parcours, c'est quand même, tu l'as dit, un beau cadeau, enfin une chance. Mais d'avoir des approches aussi qui ont été spécifiques, en fait, à ton trouble. Alors même si c'était pas tout toi, l'approche spécifique, ça a travaillé ton trouble, et puis tu y es allé de tout ton corps. Exactement. Comme tu dis, t'as pris ça comme un challenge. Et puis c'est assez intéressant de voir toutes ces facettes de ressources qu'on peut trouver, en fait. Et tu as dit justement qu'aujourd'hui, tu te considères plus... Il me semble que tu m'as dit que tu te considères plus malade, c'est ça? Exactement. Je trouve déjà le mot malade, pour moi, c'est un spectrum, je sais pas, une ligne. Et malade commence à ce moment-là où la société ne peut plus gérer que quelqu'un est différent que la norme. Pour moi, la norme, c'est au milieu, c'est comme une zone. Et si quelqu'un sort de cette norme, c'est malade. Et finalement, pour moi, malade, c'est quelqu'un s'il en souffre, ou si quelqu'un doit souffrir à cause de lui. Si quelqu'un est dans sa souffrance très violente, là, ça devient un problème. Mais si moi, j'en souffre pas et que personne d'autre souffre, est-ce que je suis vraiment malade? Et oui, il y a des endroits où peut-être je me sens plus, mais pas malade, mais restreinte, où je sens que j'ai d'autres défis que d'autres gens. C'est genre en faisant des achats dans le transport public, dans des salles fermées, genre au cinéma, c'est pas l'endroit où je peux vraiment me détendre. Dans des endroits où il y a beaucoup de gens, etc. Et là, j'ai effectivement des défis. Donc, pour moi, aller à Bâle par train, être à 5 heures dans Basel, Bahnhof, SBB, avec tellement de gens, et aller faire des courses, ça, c'est quasi impossible. Je ne supporte presque pas. Mais en même temps, j'ai d'autres capacités ou d'autres ressources. Je suis très douée, par exemple, pour courir en montagne sans chemin, ou bien m'orienter sur une carte en montagne. Et ça, c'est hyper pratique pour être bergère. Et peut-être quelqu'un d'autre
il a peur sur une arête parce que ça descend gauche et droite très profondément. Et donc lui, là-bas, je ne vais pas dire qu'il est malade, mais il est restreint parce qu'il ne pourra pas courir derrière ce mouton parce qu'il a peur de traverser cette arête. Et pour moi, il n'y a aucun problème. Donc pour moi, être malade, c'est aussi... Ça dépend dans quel environnement. Ouais. Voilà. Et parfois, je pense que pour chaque personne, il y a l'environnement parfait où ces ressources ont de la valeur ou peuvent être vécues à quelque part et où ces limitations ne pèsent pas. Et finalement, en soi, peut-être il n'y a plus personne de malade dans nos termes en soi. Donc, je trouve c'est un peu une approche philosophique à quelque part, mais c'est pour ça, quand je suis bergère, je travaille 14 heures, 16 heures par jour et je fonctionne très bien. Moi, je trouve ça beau, ça veut dire que tu as pu trouver ton environnement, les gens de qui il fallait t'entourer pour que ce soit plus un frein, que tu te sentes bien en fait, que tu te sentes capable de faire toutes les choses que tu avais envie de faire. Et je trouve que ça donne aussi de l'espoir parce que moi, c'est quelque chose que j'entends aussi parfois, qu'on a cette image que le trouble borderline, c'est quelque chose qui nous suit toute la vie. Et du coup, ta façon d'expliquer les choses et de montrer comment toi, tu te sens aujourd'hui, je trouve que ça donne aussi une note d'espoir de se dire qu'on peut réussir à vivre très bien. Merci. Oui, ce que tu as dit me parle vraiment parce que c'est beaucoup orienté sur les ressources, de ce qui va, ce qui fonctionne, où j'ai mes forces, mes capacités, mes compétences. Et c'est en fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu de Patricia Deegan, la théorie du rétablissement. L'idée du recovery, c'est pas d'être sans symptômes ou dans l'état comme avant la maladie, qu'on fait le travail comme avant, peut-être même vivre sans médicaments, etc. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, avec ou sans symptômes. Et de renforcer ça, de pouvoir recréer des liens sociaux, de pouvoir s'intégrer dans la société, peut-être avec des médicaments, peut-être encore avec des symptômes. Et ça enlève aussi cette pression à beaucoup de concernés, ou aussi des proches, peuvent se dire « Oh, il y a tellement de chemin pour qu'elle puisse de nouveau être comme avant. » Et c'est pas ça le but, en fait. Et si la personne vit une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est quelque chose que je trouve très beau et très touchant, et que ça vaut la peine de travailler vers ce but, en fait. Et donc, tu marques vraiment l'importance de l'idée du rétablissement, en fait. Alors, il y a sûrement, on en a discuté aussi dans ce type de trouble, une phase de crise qui peut quand même être assez intense. Et puis, elle peut durer plus ou moins longtemps. Mais ce qui compte après, c'est vraiment comment on se rétablit, qu'est-ce qu'on met en place. Et puis, justement, cet objectif de la vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc, trouver comment on veut vivre vraiment, malgré tout ça, parce qu'on a ces casseroles, entre guillemets, qu'on ne va pas pouvoir effacer. Et puis, toi, tu dis, voilà, moi, j'ai réussi à faire ce parcours. Et puis, du coup, tu aides les autres aussi à faire un peu ce parcours-là dans ton métier de père praticienne. Oui, indirectement, mais c'est comme tu le dis exactement, c'est de avancer avec les... Oui, on pourrait parfois dire, tu as dit casserole, moi je dis chacun son sac à dos, et je le vois comme une image très positive parce que j'aime beaucoup être dans la montagne, je suis montagnarde, donc je vais toujours avec un sac à dos et j'ai mon pique-nique, j'ai des habits, j'ai mon matériel technique, et sans ça, j'atteins pas le sommet, c'est important. Et je vois toutes ces expériences, ou peut-être aussi ce que j'ai vécu, ou tout ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui, quelque chose qui est dans le sac à dos, important, et peut-être ça m'aide après à gérer aussi les autres situations qui viennent. Donc je le vois pas comme sac à dos lourd, plutôt comme quelque chose qui peut m'aider sur mon chemin, et je mets plutôt le focus là-bas-dessus, en fait. Avec toutes ces ressources, est-ce qu'il y a vraiment des mots, des attitudes comme ça qui ont vraiment été fondamentales pour toi comme ressources? Pour moi, c'est plutôt une attitude et une phrase. Pour moi, aujourd'hui, finalement, chaque expérience, c'est quelque part un cadeau. Parfois super mal emballé, mais un cadeau parce qu'on grandit avec, on avance sur son chemin qui nous mène vers nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose, une image qui m'aide énormément dans l'acceptation aussi d'une situation difficile, qu'elle va m'apprendre quelque chose, en fait. Et la phrase que j'ai une fois reçue d'une art thérapeute à la clinique de jour, elle m'a donné une phrase et qui m'avait marquée, mais en même temps, ce jour-là, je ne l'ai pas complètement comprise dans mon contexte, et c'était ce que la chenille nomme la fin du monde, nous le nommons papillon. Et c'est vrai que j'avais
très souvent plus envie de vivre. Ou disons, c'était pas que j'avais pas envie de vivre, j'avais juste marre de la souffrance. J'avais pas envie de vivre avec cette souffrance, mais j'avais envie de vivre en soi. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de peine à continuer, où c'était vraiment un combat perpétuel. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir comme passé une métamorphose, donc comme la chenille vers le papillon, parce que je suis différente, je vois les choses d'une autre façon ou comme d'une autre perspective. Et dans le mot métamorphose, que je trouve beau, il y a le mot amour, donc amour. Et cet amour dans le sens que je m'accepte, que je me respecte et que j'accepte mon passé, que j'ai fait la paix avec moi et mon passé sans amertume en quelque part. Et ça, c'est une image aujourd'hui qui, ouais, cette métamorphose à quelque part. Et là aussi, un cadeau, en fait. C'est une très belle image. Merci de nous l'avoir partagée. C'est vraiment une belle image. Merci. Ce qui m'aide aussi dans mon quotidien, par rapport dans l'attitude aussi de ne pas juger une situation, ou disons de ne pas donner à cette situation le pouvoir de me faire du mal ou d'en souffrir en fait. Et si je prends un exemple peut-être en dehors psychiatrique, un peu plus concret, par exemple, j'ai des douleurs de genoux. Et donc ça fait mal. J'ai une douleur qui fait mal. Mais si en plus je la juge comme quelque chose qui est mauvais, que je veux pas avoir, que je suis dans la résistance que je veux pas avoir, parce que je peux pas aller en montagne, je peux pas m'occuper de mes moutons, je peux pas faire quelque chose avec mes amis en bougeant, ben il y a cette résistance, elle crée en plus de la douleur, de la souffrance. Et ça, je trouve, c'est là qu'on voit le pouvoir des pensées. Dès que je juge quelque chose, il y a une souffrance derrière. Et là, j'ai remarqué que j'ai beaucoup en main en contrôlant mes pensées ou en essayant de ne pas juger et donc plutôt aller dans cette acceptation des choses que je ne peux pas changer et de faire au mieux avec ça ou de voir qu'est-ce qui est possible, même avec, dans cet exemple, avec un genou qui fait mal, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est quand même beau. Et ça m'aide énormément dans mon quotidien. Se tourner toujours vers le positif et les ressources. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, vu que tu es père praticienne, comment est-ce que tu arrives à aider les autres aussi à surmonter toutes ces difficultés? Oui, alors l'idée de cette formation en fait de père praticienne, c'est d'utiliser les expériences faites en situation de crise ou de maladie psychique, de les utiliser pour mieux peut-être comprendre, accompagner les personnes qui sont actuellement dans une situation similaire. Donc le rôle d'un père aidant, père praticien, c'est on nous nomme aussi expert par expérience ou peer. L'idée, c'est peut-être un peu donner comme une sorte de traduction, une vue d'intérieur aussi pour le personnel professionnel. Et la plupart des pairs, effectivement, travaillent dans un team, dans les psychiatries, dans un service, et qui accompagnent en individuel, mais aussi des groupes de parole, des groupes de recovery, de rétablissement. Mais après aussi des pairs qui travaillent un peu en freelance, qui accompagnent plutôt en privé ou qui ne sont pas engagés fixes. Et moi, de mon côté, effectivement, je ne suis pas engagée fixe dans une psychiatrie, appartement protégé, etc. J'ai mon propre site internet où je m'investis beaucoup dans la formation du personnel professionnel. Donc, par exemple, pour des soignants qui vont après travailler aux urgences ou pour des pédagogues sociaux qui sont en formation ou dans le travail social ou des infirmiers ou des psychologues qui font la formation vers la psychothérapie en TCC, etc. Donc, moi, c'est plutôt ça mon domaine. Et donc, je ne travaille pas directement ou j'aide pas directement les autres concernés, mais en partageant un peu ce que j'ai vécu ou qu'est-ce qui m'a aidé, ou peut-être aussi dans quelle attitude cette prise en charge m'a aidé, ou peut-être ce qui était difficile à vivre, ou peut-être ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils mettent en place. Comment je l'ai vécu? Est-ce que ça m'a vraiment aidé de donner un peu une vue intérieure, aussi disons une théorie qu'ils n'ont pas pu lire dans les livres, mais plus orientée à l'expérience vécue. Je pense que ça peut aider finalement à avoir une attitude plus dans la compréhension, dans la prise en charge, et peut-être indirectement comme ça, j'aide d'autres concernés. Voilà. Et je trouve ça intéressant parce que quand on a posé les questions sur les stéréotypes auxquels tu avais pu être confronté, les jugements, c'est beaucoup ressorti que c'était des professionnels de la santé. Et donc, en fait, maintenant, tu vas justement les sensibiliser pour peut-être éviter qu'il y ait moins de stéréotypes qui soient relayés. Oui, c'est vraiment ça mon but, exactement. On arrive gentiment à la fin de l'épisode. Si tu pouvais transmettre un message à quelqu'un
connaît pas ce trouble ou qui vient de recevoir ce diagnostic, ou alors qui peut-être même est en recherche de rétablissement, un peu comme tu as pu le vivre, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre? Peut-être 2 choses. Un mot, c'est les émotions. On parle souvent que c'est quand même des émotions, intensives et c'est juste et ça aussi, les émotions intensives peut être un énorme cadeau. J'ai l'impression parfois que peut-être les gens, si je reprends le mot normaux, voient la vie dans un film noir et blanc et moins en couleur. C'est vrai que parfois c'est hyper fatigant de ressentir tellement d'émotions en même temps, dans la même seconde, pleurer, rire et de les vivre vraiment à toute intensité. Mais en même temps, quand je vois comme je me réjouis, quand je vois un écureuil qui traverse la route ou un coucher de soleil et que d'autres gens disent ouais c'est beau et moi je me réjouis tellement que c'est pour moi quelque part un cadeau d'avoir ces émotions si intensives, même que les difficiles aussi sont intensives. Mais parfois j'aimerais donner de l'espoir à ces gens qui sont aussi touchés de ça, que de ne pas voir leur façon de ressentir les choses différentes comme quelque chose de négatif. Et le deuxième mot, je viens de le dire, c'est l'espoir. Et pour moi, ça, c'est vraiment le message pour moi le plus important, pas seulement pour les concernés, mais aussi pour les professionnels et les proches, bien sûr. On peut s'en sortir. J'ai eu plus de 40 hospitalisations, énormément de médicaments. J'ai pris 25 kilos. J'étais vraiment très différente. Et j'ai vécu vraiment beaucoup de choses très difficiles à l'hôpital. Et on m'a souvent dit, Madame Fontaine, vous n'allez jamais vivre en dehors d'institutions, de structures, vous n'allez jamais travailler et jamais vivre sans médicaments. Et je vis aujourd'hui sans médicaments dans mon appartement et je travaille. Et c'est vraiment pas quelque chose qui nous donne de l'espoir d'entendre ça. Et j'aimerais, pour ça, vraiment, croyez-y tous, les concernés et ceux qui accompagnent, on peut s'en sortir. Et surtout, prenez pas à pas. Il y aura des rechutes, il y aura des pas en arrière. Et ça vaut la peine de se relever. Chez les Suisses allemands, on dit aufstehen, Krone richten, weitergehen. Donc voilà, se relever et faire le prochain pas, en restant dans la confiance. Merci pour ce beau message d'espoir et je trouve ça important de pouvoir finir aussi sur cette note d'espoir pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Katia, on te remercie énormément d'être venue, d'avoir fait le trajet. On te remercie infiniment pour tout ce que tu as partagé sur toi et puis pour tout ce que tu as pu apporter à nos auditeuristes. Et puis, on te souhaite tout de bon pour la suite. On espère peut-être te recroiser une fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Vous la dis pas.